Consignes de rédaction pour les QCM. QCM ou questions à choix multiples. D'abord, de quoi est constituée une QCM? Elle est constituée d'abord d'une partie qui correspond au corps de la question et qui s'appelle vignette ou énoncé. Comparativement aux autres parties, elle est plutôt longue. La deuxième partie, c'est la question. Et la troisième partie correspond au complément ou proposition. Et on trouve dans chaque QCM 5 compléments courts. Commençons d'abord par la partie énoncé ou vignette. En fait, une seule notion est soumise à la réflexion de l'étudiant. Une seule et pas plusieurs. Donc là, on va lire ensemble l'énoncé suivant. Le meilleur instrument de la musique est meilleur, c'est une réflexion sur une évaluation subjective, donc c'est à éviter. Il faudra éviter les jugements subjectifs de valeur. Donc, il faudra éviter le terme meilleur. Cet autre énoncé, la rédaction d'une demande d'embauche commence systématiquement par, là on trouve le terme systématiquement qui est aussi à éviter. Au fait, le sens donné à la question ne couvre pas forcément toutes les situations et il faudra éviter les adverbes comme toujours, jamais, systématiquement, invariablement. Comment se fait la formulation de l'énoncé? Quelles sont les consignes à respecter pour l'élaboration de cet énoncé? Il faudra d'abord éviter les formulations ambiguës, les formes négatives ou là où on trouve une double négation. Par exemple, le bilan de l'entreprise n'a pas été productif parce que. Donc vraiment là, c'est à éviter cette double négation. Ce mode négatif requiert de l'étudiant une souplesse intellectuelle sans rapport évident avec ses qualités scientifiques. On préférera pourquoi le bilan a été déficitaire. Donc l'énoncé est rédigé sur un mode le plus souvent affirmatif ou éventuellement interrogatif. Passons maintenant aux propositions, qui s'appellent aussi compléments, comme on l'a dit dès le début. Ils font suite à l'énoncé et sont en rapport avec lui, bien sûr. Ils sont au nombre de 5. Il faudra trouver des compléments équivalents. Et parmi ces compléments, l'étudiant doit distinguer le ou les compléments exacts des erreurs. Chaque complément ne contient qu'une notion, une seule notion. Les compléments doivent être homogènes dans le contenu et dans leur forme. Le complément doit être réaliste. Son exclusion ne doit pas être évidente ou relever d'un travail de déduction plus qu'un appel aux connaissances. Il y a plusieurs types de QCM. D'abord, la question QCM de type A. Par exemple, quelle est la cause de mort la plus fréquente de la pancréatite aiguë? Et on propose les 5 items. Il y a aussi la question QCM de type A avec vignette. Donc là, on va dans la vignette décrire la situation clinique, puis poser la question, quel est le diagnostic le plus probable, et puis les 5 compléments. Et là, on trouve le gabarit du QCM qu'on a décrit dès l'introduction, énoncé aux vignettes, questions et puis les 5 compléments. Un autre type de QCM, ça s'appelle QCM de type R et dans lequel on va pouvoir faire de l'appariement. Là, on va d'abord choisir un thème. Par exemple, là, c'est la fatigue. Plusieurs compléments, donc avec des lettres de l'alphabet de A jusqu'à N. Puis, on a la question qui est posée. Pour chacun des patients présentant de la fatigue, choisir le diagnostic le plus probable. Et par rapport donc à ces situations cliniques, c'est la situation clinique numéro 1, vignette numéro 1, situation clinique numéro 2 par la vignette numéro 2. Et donc, on voit bien la composition de ce type de QCM de type R. On a les compléments qui sont indiqués par des lettres de l'alphabet. On a la question et on a les vignettes et puis on va pouvoir faire l'appariement entre la situation et les compléments, donc entre un chiffre et une lettre.
Passons à un autre type de QCM, QCM de type B, qui va appeler à l'association. On va donner un exemple. Donc, pour chacun des énoncés identifiés par un chiffre, associer une option identifiée par une lettre. Et chaque option peut être choisie une seule fois, plus qu'une seule fois, ou pas du tout. Donc voilà, là on va faire l'association entre des chiffres et des lettres. Dernier type de QCM, QCM de type K, qui va appeler à un regroupement. Par exemple, donc un enfant qui souffre d'une crise aiguë de fièvre rhumatismale présente habituellement. Et puis là, donc, on a 4 propositions. Et au niveau donc de ce tableau, on trouve donc un regroupement des propositions 1, 2, 3 dans la lettre A, les propositions E3 dans la lettre B, etc. Donc, on va trouver finalement 5 propositions. Pour chaque proposition, donc c'est une lettre qui correspond à cette proposition avec un regroupement de propositions. Et puis, pour la réponse, on va choisir la proposition A, B, C, D ou E. Donc, bien sûr, ce type de QCM va appeler donc à une réflexion et un raisonnement. Voilà donc pour les 4 types de QCM. Bien sûr, c'est le type A qui est le plus utilisé. Et il faudra bien sûr, comme on vient de voir, plusieurs types de QCM. Il y a QCM de type A qui va demander moins de temps par rapport à la réponse aux autres types de QCM. Donc la durée d'une réponse doit être donc bien réfléchie. Il faudra prévoir un temps pour de réponse. En moyenne, c'est 1 minute par QCM, mais parfois c'est beaucoup plus, jusqu'à 3 minutes de réflexion. Surtout s'il s'agit de QCM de type R, B ou K. Il y a bien sûr pour chaque outil des avantages, des inconvénients. Par rapport au QCM, les avantages sont la facilité de correction avec une possible automatisation. Par rapport aux avantages aussi, c'est la possibilité de balayer tout le champ de l'enseignement. C'est un outil fiable et objectif. Sinon, il y a des inconvénients aussi. Au QCM, c'est un exercice artificiel. Il n'y a pas de réflexion spontanée et parfois, il a une mauvaise utilisation si on n'applique pas convenablement les consignes d'élaboration du QCM. Voilà donc par rapport au QCM, c'est essentiellement une évaluation de la connaissance, donc le verbe c'est. Et si on monte un peu dans cette pyramide, on va trouver c'est comment. Et là, on va trouver les cas cliniques QCM qu'on va voir tout de suite. Par rapport à la rédaction de cas cliniques QCM, au fait, on va exploiter des données cliniques et paracliniques qui va permettre ensuite de poser plusieurs QCM successifs. Et on va avoir 2 parties, une énoncé du cas et puis une suite de QCM. Comme ceci. Donc, l'énoncé du cas, du problème en un seul bloc, et puis il y aura des QCM successifs. Par rapport à l'énoncé, sa caractéristique principale, c'est qu'il doit être réaliste, authentique, une situation authentique donc qui a été par exemple vécue avec un patient et ça doit être adapté aux finalités de la formation. On va donc utiliser une situation authentique, contextualisée. Donc c'est le cas clinique pour pouvoir poser des QCM à l'étudiant qui sera finalement mis dans une situation authentique et ça c'est très intéressant pour lui permettre donc une formation contextualisée pour lui permettre de raisonner. Il y a des éléments d'information. Il ne doit pas avoir des éléments perturbateurs. Et bien sûr, il doit y avoir des données essentielles avec le minimum de détails. Ça, c'est pour l'énoncé, comme celui-ci, donc la situation clinique. Et puis, il va y avoir donc des QCM successifs. Et puis, pour chaque début de QCM, on a la consigne et on a les 5 propositions ou compléments.
Donc là, c'est par rapport vraiment à ce qu'on vient de voir, c'est les consignes de rédaction de QCM, de cas clinique QCM, la composition de chaque question. Et il faudra savoir que la rédaction des questions des épreuves d'examen a été bien étudiée pédagogiquement par plusieurs écrits. Là, je vous présente un article qui a été publié dans la revue Pédagogie médicale et qui a essentiellement analysé la pertinence des consignes de rédaction. Il y a une étude docimologique des consignes de rédaction pour finalement faire ressortir 8 consignes de rédaction pour les QCM qui ont été identifiées comme étant discriminantes de la qualité des questions. Quelles sont ces 8 consignes de rédaction? D'abord, il y a les directives dans l'énoncé de la question qui doivent être claires et le répondant doit comprendre exactement ce qui lui est demandé. Deuxièmement, éviter les choix de réponses pouvant susciter du test wiseness. Par exemple, éviter les choix de réponses absurdes ou les indices sémantiques, trop spécifiques ou généraux. Les propositions « je ne sais pas », aucune de ces réponses ou toutes ces réponses ne doivent pas être un choix de réponse. Quatrième consigne, les choix de réponse doivent être mutuellement indépendants ou exclusifs. Cinquième consigne, éviter de pister la bonne réponse pour des constructions grammaticales erronées. Sixième consigne, les choix de réponse doivent inclure 1 à 3 réponses correctes. Il faut savoir que pour cette sixième consigne, il y a plusieurs pédagogues qui préfèrent que pour chaque QCM, il ne doit y avoir qu'une seule réponse correcte. Mais en tout cas, si on va donc associer les différents avis, on peut dire que les choix de réponse doivent inclure 1 à 3 réponses correctes. Septième consigne, éviter de développer les questions nécessitant des connaissances trop spécifiques. Et huitième consigne, éviter les questions créées à partir d'opinions. Voilà. Au fait, cette étude qui a été publiée dans Pédagogie médicale a fait une étude docimologique de 154 consignes de QCM publiées et grâce à cette étude docimologique, elle a fait ressortir ces 8 consignes qui, lorsqu'ils sont utilisés convenablement, on peut garantir une rédaction pour une QCM de qualité. Donc, en conclusion, le respect de ces consignes de rédaction est essentiel. C'est très important, le travail d'équipe pour pouvoir lire les QCM des uns des autres. Et aussi, c'est très important d'avoir un regard donc d'autocritique vis-à-vis de nos propres QCM pour pouvoir les améliorer et pour pouvoir donc effectuer une autorégulation. Merci pour votre écoute.